Mais les réactions étaient soit l'incrédulité, soit un manque total d'intérêt. Les chercheurs ne les citaient pas. C'est seulement depuis une dizaine d'années que beaucoup de personnes très réputées sont au courant de ce travail, le citent et disent que c'est une évidence. Pour comprendre le cancer, faudrait-il alors changer de focale? Envisager la cellule dans ses relations avec son environnement? Considérer la façon dont elle respire, se nourrit, se développe? L'observer comme on observerait un animal ou une plante évoluant au sein d'un écosystème? Si dans une forêt, il y a une espèce animale ou végétale qui prolifère jusqu'à détruire l'écosystème, c'est formellement l'équivalent d'un cancer dans notre corps. Si on considère le corps non pas comme quelque chose qui est sous contrôle centralisé de l'ADN, mais quelque chose qui s'équilibre comme s'équilibrerait une forêt ou un océan, on va regarder l'accès de l'élément qui prolifère aux ressources nutritives, on va regarder les prédateurs. Donc vous voyez, si on a d'un seul coup un lapin qui prolifère dans la forêt jusqu'à détruire cette forêt, on ne va pas se dire « Ah, le lapin a muté ». On va se demander si les carottes n'ont pas été plus abondantes cette fois-là, ou si les autres espèces qui pouvaient être en compétition avec lui n'ont pas disparu, ou si les renards qui contrôlaient aussi la prolifération des lapins n'ont pas eu un problème cette année-là. Et du coup, on arrive sur une vision beaucoup plus d'équilibres globaux que d'aller chercher des mutations. Le cancérologue Laurent Schwartz propose lui aussi d'adopter une vision plus globale. Afin de mieux comprendre la cellule cancéreuse, il faut s'intéresser à ses ressources et à la manière dont elle les utilise. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. La cellule est un organe vivant. Une petite cellule humaine, vous la prélevez, vous la mettez dans un bon environnement, dans un milieu avec un peu d'eau, de sang et de ce qu'il faut, elle va pousser. Elle va capter de la nourriture, elle va la digérer, et elle va survivre. Pour ça, elle utilise des gènes, des enzymes et ainsi de suite. La cellule cancéreuse, c'est la même chose. Elle capte de la nourriture, elle se développe et elle utilise des enzymes. Ce qui est clair, c'est qu'une cellule, pour qu'elle se divise, il faut qu'elle grossisse. C'est peut-être une apalissade, comme on dirait, mais si vous ne mangez pas, vous ne grossissez pas, et si vous brûlez tout pendant votre jogging du matin, bon, ben, vous n'allez pas grossir. Pour grossir, il ne faut pas brûler, il faut capter de la nourriture et pas brûler. Et ça nous ramène aux hypothèses des années 1920, où simplement ils montrent que le cancer capte du glucose, c'est-à-dire du sucre en quantité importante, et n'arrive pas à le brûler, donc il grossit. S'il grossit, la cellule se divise. Si elle se divise, elle est dure, et on sait que le cancer, il est dur au doigt. Enfin, je veux dire, c'est un vieux truc de clinicien. Et aussi que si c'est sous pression, les métastases vont partir. Ces hypothèses du cancer fondées sur le métabolisme des cellules étaient dès les années 20 celles du biologiste et prix Nobel allemand Otto Warburg. Alle Krebszellen, welches auch die entfernten Krebsursachen sein mögen, sind ausnahmslos als gärende Körperzellen erkannt worden, die also die letzte und allgemeine Ursache des Krebses sind. Pour Otto Warburg, le métabolisme a un rôle clé dans l'apparition du cancer. Il renvoie à la façon dont nos cellules se nourrissent et à la façon dont elles digèrent ou pas le sucre, le gras et les protéines qu'elles absorbent. La cellule normale capte par exemple le glucose, le dégrade une première fois, puis le transforme au sein des mitochondries, qui sont les poumons de nos cellules. Pour cela, elle a besoin d'oxygène. Quand tout fonctionne, les nutriments sont brûlés et transformés en énergie. La cellule cancéreuse, elle, se comporte comme si elle était privée d'oxygène. Sans oxygène, elle ne parvient pas à brûler le glucose et en tire très peu d'énergie. Pour compenser, elle en consomme des quantités accrues qu'elle ne parvient toujours pas à digérer. Ce faisant, elle fermente et se divise alors sans cesse. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg.
es meines Erachtens an der Zeit, Maßnahmen zur Verhütung einer Krankheit zu ergreifen, an der jährlich viele Millionen Menschen sterben. Les travaux d'Otto Warburg, bien que récompensés par un prix Nobel, ont fini aux oubliettes. Protégé par Hitler, dont la phobie du cancer est bien connue, l'histoire s'est chargée de lui faire payer son pacte avec le diable. L'avènement de la génétique, en concentrant les regards et les budgets, a fait le reste. Depuis une dizaine d'années, les théories d'Otto Warburg connaissent pourtant un regain d'intérêt. Le métabolisme de la cellule cancéreuse est redevenu l'objet d'études partout dans le monde. Janvier 2014, un congrès sur le métabolisme est organisé au Luxembourg. C'est le premier en Europe. Des chercheurs viennent du monde entier confronter leurs travaux, convaincus que la recherche contre le cancer vient de trouver un nouveau souffle. Pour beaucoup d'entre eux, le métabolisme serait le talon d'Achille de la cellule cancéreuse, quel que soit le type de cancer. Les gens comme moi se sont dit qu'au lieu de s'attacher uniquement à ces modifications génétiques et d'accorder autant d'importance à toutes ces analyses bioinformatiques et au séquençage intensif, on devrait plutôt prendre du recul et réfléchir différemment au cancer. Le chercheur américain Navdeep Chandal a commencé à s'intéresser au métabolisme alors qu'il était encore étudiant à la fin des années 90. À l'époque, tous les regards sont tournés vers la génétique, mais c'est cette piste, selon lui négligée, qui retient son attention. Étudier le métabolisme du cancer est une de ces alternatives. Maintenant, on n'étudie plus les gènes, on regarde les voies métaboliques. Et d'ailleurs, on les connaît depuis 50 ans. Pas besoin de découvrir quoi que ce soit de nouveau. Bon, il y a bien encore de petites choses à découvrir dans le métabolisme, mais globalement, la cartographie des voies métaboliques est déjà faite. Ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière pour voir comment elles se reconnectent dans un contexte cancéreux. Ces voies métaboliques sont un bien meilleur objet d'étude que tout ce qui se trouve dans le noyau de la cellule. C'est mon avis en tout cas. Si les mutations génétiques ne sont plus l'événement premier mais secondaire du cancer, qu'est-ce qui le provoque? Sur quoi pouvons-nous concentrer nos efforts pour faire reculer la maladie ou prévenir son apparition? Il y a des tas de moyens de réduire le cancer. L'un d'eux serait de combattre l'obésité. L'obésité est le pire facteur de risque de cancer. L'une des choses que je conseille, c'est de réduire l'apport en sucre. Le métabolisme est lié à beaucoup de facteurs et l'obésité en fait partie. Et la pire chose, par exemple aux États-Unis, c'est cette obésité omniprésente, parce que les gens ne mangent pas selon les besoins de leur corps. On pourrait réduire la quantité de cancer dans le monde si les gens consommaient plus de fibres, moins de sucre, moins de mauvaise graisse. Le cancer n'est-il alors qu'une question d'alimentation? Ce serait trop simple, car l'alimentation de nos cellules ne se limite pas à ce que nous mangeons. Leur métabolisme obéit à d'autres facteurs. Pour le cancer de l'adulte, très fréquemment, il y a une phase inflammatoire. Alors ça s'appelle l'alcoolisme, qui vous donne une hépatite, le foie qui grossit, une cirrhose, le cancer du foie. Le tabagisme chronique, comme si j'allais fumer, qui donne la bronchite chronique, la toux et le cancer du poumon. Il y a cette séquence que l'on retrouve pratiquement tout le temps, qui est inflammation, fibrose, cancer. La cellule, si elle survit, elle est gorgée de nourriture. Et l'inflammation, c'est un changement du métabolisme par une entrée violente et massive de nourriture qui arrive pour la cellule. Et ça, la cellule, elle ne vit pas toujours très bien, parce que souvent il y a une partie des cellules qui meurent, et celles qui sont violemment gorgées de nourriture, elles vont changer de mode de vie, et elles vont se mettre à proliférer. Le métabolisme est très sensible aux changements. Il peut détecter les changements dans le régime alimentaire, dans l'environnement, et même parfois dans le mode de vie.
Si on a les mêmes gènes depuis 10 000 ans, et que ce qui change, c'est le régime alimentaire, l'environnement et les habitudes de vie, le premier élément qui va refléter ces changements de régime, d'environnement ou de mode de vie, c'est le métabolisme. Il va ensuite influer sur les gènes, puis les gènes vont impulser la maladie. C'est cela le nouveau paradigme. Qui dit nouveau paradigme dit aussi nouvelle approche thérapeutique. Mais comment agir sur le métabolisme des cellules cancéreuses, les empêcher de proliférer? Par quel traitement? Il y a différentes façons de changer le métabolisme tumoral, de l'améliorer. Il y a les voies de régime, c'est-à-dire vous diminuez la quantité de glucose que vous mangez, vous diminuez la quantité de nourriture en général. C'est une voie. Elle est somme toute très peu testée. Beaucoup de gens le font, mais il n'y a pratiquement pas d'essais classiques au carré tels que les scientifiques l'aiment bien. L'autre façon, c'est de jouer sur les médicaments qui rentrent là-dedans, dans ces circuits-là. C'est l'attitude que nous, on a préférée parce qu'elle est beaucoup plus facilement étudiable. Le professeur Navdeep Chandel est convaincu que des molécules déjà connues et prescrites dans d'autres indications pourraient s'avérer efficaces contre le cancer. Une centaine de médicaments pourraient d'ores et déjà être utilisés, car ils auraient un effet sur la capacité des cellules à dégrader le glucose. Ces 15 dernières années, les épidémiologistes ont remarqué que les patients sous metformine étaient moins touchés par le cancer. Cela a incité les chercheurs à tester la metformine en tant qu'agent anticancéreux. On l'a donc injecté à des souris qu'on utilise comme cobayes dans la recherche contre le cancer. Et on a découvert que différents cancers, comme le cancer du côlon, le cancer du poumon, le cancer du pancréas, devenaient moins fréquents quand on administrait la metformine aux souris. C'était bon signe. La metformine est un antidiabétique commercialisé depuis la fin des années 60. En quoi pourrait-elle contribuer à lutter contre le cancer? Sa principale action est de faire baisser la production de glucose dans le foie, glucose dont les cellules cancéreuses sont particulièrement friandes. La metformine aurait donc en quelque sorte pour action de leur couper les vivres, les empêchant de proliférer. Nous avons observé sur 10 souris que la metformine réduisait la tumeur de 75%. Ça n'est pas rien. Cela peut ralentir la progression de la maladie. Peut-être qu'on ne guérit pas, mais on peut rallonger l'espérance de vie. Il y a des limites aux expériences faites dans les boîtes de pétri ou sur les animaux. Et l'un des problèmes majeurs rencontrés avec la metformine, c'est qu'elle a été surtout utilisée avec des dosages dangereux pour les humains. Donc il est très difficile de transférer ce travail en milieu clinique. C'est pourtant le pari que s'est lancé Pamela Goodwin. Cette chercheuse canadienne supervise une étude clinique couvrant le Canada, les États-Unis et la Suisse. 3600 femmes atteintes de cancer du sein y participent. Depuis 2013, elles prennent en plus de leur traitement standard 2 pilules de metformine chaque jour. Les effets seront évalués en 2017. Le but de cette étude est de voir si le fait d'ajouter la metformine au traitement standard du cancer du sein va diminuer la mortalité chez les femmes qui en sont atteintes. Plus d'1 million de femmes dans le monde développent un cancer du sein chaque année. Près de la moitié en meurt. Pourtant, tester un ancien médicament comme la metformine, potentiellement efficace, a été un long combat. Il a fallu 10 ans à Pamela Goodwin pour réunir les fonds nécessaires à cette étude. Quand des scientifiques comme moi ou d'autres s'intéressent à la metformine et veulent développer un médicament déjà disponible sur le marché en tant que traitement anti-cancer, c'est très difficile. Beaucoup de scientifiques qui travaillent sur d'autres molécules et qui sont confrontés au même problème n'ont pas réussi à finaliser leur étude. Je pense que notre société dans son ensemble doit s'atteler à ce problème. Si la metformine se révèle efficace pour lutter contre le cancer du sein, on estime que le traitement coûtera à peu près $200 par patient pour une étude de 5 ans. C'est très peu, comparé aux 50 000 ou 70 000, 75 000, 100 000 $ que coûtent certains nouveaux traitements.
Et le plus important, c'est que ce médicament peut être utilisé dans le monde entier. Il ne coûte pas cher, n'est pas toxique et on le prend oralement, c'est une pilule. Pour le meilleur comme pour le pire, l'essentiel du travail de recherche est mené par les sociétés pharmaceutiques. Ces sociétés apportent une contribution énorme à la recherche contre le cancer. Mais elles se concentrent sur des médicaments qui sortent de leur laboratoire et avec lesquels il y a du profit à faire. Plusieurs poids lourds de l'industrie pharmaceutique, flairant un nouveau marché, travaillent aujourd'hui à développer des traitements métaboliques contre le cancer. Lorsque nous avons fondé la société en 2002, en privilégiant l'approche métabolique, nous faisions partie des 20 ou peut-être des 40 personnes qui avaient entendu parler d'Otto Warburg. Parfois, nous rencontrions des investisseurs potentiels plus âgés que nous, 60 ou 70 ans, et quand nous leur décrivions ce que nous faisions, ils s'exclamaient « Ah oui, vous travaillez sur l'effet Warburg ». Aux États-Unis, quelques-uns sont déjà entièrement dédiés à cette approche métabolique. Parmi eux, le laboratoire Threshold Pharmaceuticals, situé dans la banlieue de San Francisco. L'idée est donc que si on pouvait développer une thérapie efficace qui cible l'effet Warburg, on obtiendrait un traitement capable de ratisser assez large. On pourrait soigner un nombre plus important de cancers qu'avec les thérapies ciblées. Threshold Pharmaceuticals teste un nouveau médicament dans plusieurs pays, le TH302. En Allemagne, le cancérologue Peter Onnenberger l'utilise sur une dizaine de patients atteints de cancer grave avec des tumeurs disséminées. L'essai vise à mesurer l'efficacité de l'ajout du TH302 aux autres thérapies. Il s'agit d'une étude de phase 2 avec un nouveau médicament, le TH302. Cette thérapie se fonde sur une molécule spécifique qui agit sur la tumeur de l'intérieur. Donc cela veut dire, si je comprends bien, que c'est une action très localisée. Oui, d'après ce que nous savons, il agit surtout de manière très localisée. Il est activé là où le métabolisme de la tumeur présente une anomalie. Dans le cadre des études thérapeutiques, nous essayons d'apporter une preuve d'efficacité. Cela se traduit d'une part par le fait que les tumeurs rétrécissent, ce qui est déjà un signe positif, mais avant tout, il s'agit de prolonger la durée de vie des patients. Combien de temps va durer le traitement ? Habituellement, le pré-traitement dure 6 semaines. Il faut un certain temps pour évaluer la modification du métabolisme. C'est la première fois que nous utilisons ce médicament sur un nombre important de patients qui sont en début de traitement. Et à quel effet secondaire dois-je m'attendre ? Il peut y avoir des répercussions sur la moelle osseuse. Par exemple, les globules blancs peuvent fonctionner moins bien ou diminuer. Mais en général, au début du traitement, il y a peu d'effets secondaires.